parole pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Mais nous allons commencer par écouter le texte de Gabo, avec un extrait de 100 ans de solitude qui va être donc proposé de façon bilingue. Alors on attend Céline qui va monter sur scène. Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró los perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para salarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio, ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil y nadie pudo conseguir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta, que daba una lección de aritmética, a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. ¡Ave María Purísima!, gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen atravesó el granero. Pasó por el corredor de las begonias, donde Aureliano José cantaba que 3 y 3 son 6 y 6 y 3 son 9, y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle, y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acaba de quitar y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. Un après-midi de septembre, sentant l'orage menacer, il rentra à la maison plus tôt que de coutume. Il salua Rebecca installée dans la salle à manger, attacha ses chiens dans le patio, suspendit les lapins dans la cuisine afin de les saler un peu plus tard, et alla se changer dans la chambre. Par la suite, Rebecca déclara qu'au moment où son mari pénétrait dans la chambre, elle-même s'était enfermée pour prendre un bain et ne s'était rendue compte de rien. Cette version des faits était à peine croyable, mais on n'en possédait aucune autre qui fût plus vraisemblable, et personne ne put concevoir pour quel motif Rebecca aurait assassiné l'homme qui l'avait rendue si heureuse. Peut-être fût-ce là le seul mystère qu'on ne put jamais élucider à Macondo. Dès que José Arcadio eut refermé la porte de la chambre à coucher, un coup de pistolet retentit entre les murs de la maison. Un filet de sang passa sous la porte, traversa la salle commune, sortit dans la rue, prit le plus court chemin parmi les différents trottoirs, descendit des escaliers et remonta des parapets, longea la rue aux Turcs, prit un tournant à droite, puis un autre à gauche, tourna à angle droit devant la maison des Buendía, passa sous la porte close, traversa le salon en rasant les murs pour ne pas tacher les tapis,
poursuivit sa route par l'autre salle, décrivit une large courbe pour éviter la table de la salle à manger, entra sous la véranda aux bégonias et passa sans être vu sous la chaise d'Amaranta qui donnait une leçon d'arithmétique à Aureliano José, s'introduisit dans la réserve à grains et déboucha dans la cuisine où Ursula s'apprêtait à casser 3 douzaines d'œufs pour le pain. « Ave Maria Purissima » s'écria Ursula. Elle suivit le filet de sang en sens inverse et, cherchant son origine, traversa la réserve à grains, passa sous la véranda aux bégonias où Aureliano José chantait que 3 et 3 font 6 et 6 et 3 font 9, traversa la rue, puis tourna à droite, ensuite à gauche jusqu'à la rue aux Turcs, sans se rappeler qu'elle portait encore son tablier de boulangère et ses chaussons d'intérieur, déboucha sur la place et entra par la porte d'une maison où elle n'avait jamais mis les pieds, poussa la porte de la chambre à coucher et faillit être étouffée par l'odeur de poudre brûlée, trouva José Arcadio allongé, face contre terre, sur ses bottes qu'il venait de quitter, et elle aperçut d'où était parti le filet de sang qui avait déjà cessé de couler de l'oreille droite. Tout un programme, donc, voilà, bel extrait du style de Gabriel. Alors, en vous remerciant évidemment 1000 fois, Annie, d'être là avec nous, de nous avoir offert ce bonheur, eh bien, on sait bien que le débat ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, faute de temps. Alors, d'abord, vous êtes la traductrice de Gabriel Garcia Marquez. J'ai envie de vous demander comment vous avez vécu cette chose-là. C'était un privilège, une tâche, un plaisir. Quand l'avez-vous rencontré? C'était en quelle année? Et voilà, et voilà. Alors ça fait bien des questions tout ça. Bon, oui, évidemment, c'est un privilège, et puis c'est surtout un immense bonheur. C'est formidable de traduire, d'avoir la possibilité, la chance de traduire un auteur comme ça, et en plus de ça, de pouvoir travailler avec lui. Donc on s'est connus, nous sommes connus il y a déjà un petit bout de temps, c'était fin 1981, avec une chose tout à fait fortuite. Dans ces cas-là, il y a toujours une part de chance et de hasard. Le Nouvel Observateur devait publier pour son numéro de Noël une nouvelle inédite de Garcia Marquez qu'il venait d'écrire et qui s'appelait « La trace de ton sang dans la neige » et qui, je crois, est dans le recueil, je ne me souviens plus si c'est dans les 12 contes vagabonds ou dans Les yeux de chien bleu, je crois que c'est 12 contes vagabonds. Et donc il m'avait appelé, parce que je connaissais une rédactrice qui était là, elle m'avait appelé en me disant « Voilà, est-ce que tu voudrais traduire ça ?» Je dis « Ah oui, comme j'avais déjà traduit quelques livres, mais pas de Garcia Marquez. » Donc j'ai dit « Bien sûr, c'était extraordinaire. » Donc j'ai traduit la nouvelle et il s'est trouvé que Garcia Marquez était à Paris à ce moment-là. Et donc cet ami du Nouvel Observateur me rappelle en me disant « Ah, mais Gabo est à Paris, il a bien aimé ta traduction, il aimerait bien te voir. » Donc là, ça a été la terreur absolue, parce que je me suis dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Qui sait ?» Enfin, bon. Et puis j'étais quand même assez jeune à l'époque, donc pas vraiment timide, mais quand même pas très sûr de moi. Donc je me souviens, on s'est retrouvés dans un bar à la rue du Bac à Paris, qui était le bar près des éditions Gallimard. Et moi j'étais arrivée avec un panier immense, avec des dictionnaires, avec vraiment morte de peur. Et on a passé 3 heures absolument extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, parce que ça a été le plaisir de la langue. C'est-à-dire que lui, il était heureux de se lire en français. Alors, il parlait très bien le français, il le lisait très bien aussi. Donc il était heureux de se lire en français. Et donc on a joué avec le texte en espagnol et le texte en français pendant 2 heures. Et ça a été, je veux dire, le début, non pas d'une amitié intime, nous n'avons jamais été intimes, mais ça a été le début d'une très grande complicité littéraire. Et à partir de ce moment-là, et puis en plus de ça, bon, moi j'étais allée à La Havane, j'avais connu des gens qu'il connaissait lui, j'avais travaillé à Prensa Latina où il avait travaillé lui aussi, donc il y a eu comme ça tout de suite une complicité autour de l'Amérique latine, autour de la littérature et autour de sa littérature.
Donc il a donc demandé à ce que, à partir de ce moment-là, je continue à le traduire. Donc ça a été une expérience effectivement merveilleuse. Et je dois dire le souvenir comme ça que j'ai de lui en tant qu'écrivain proche, c'était quelqu'un qui était d'une rigueur absolue. Je veux dire, dans le film, il le montre très bien. Dans ses livres, dans ses textes, il n'y a pas une phrase, une virgule, un adjectif, un verbe, une ponctuation, rien n'a changé. Je veux dire, tout est absolument pensé, écrit jusque dans le plus infime détail. Mais il laissait à son traducteur toute latitude pour trouver un style et trouver une musique et trouver une respiration et trouver une prosodie dans l'autre langue. Et je veux dire, ça c'est très rare, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, d'abord, évidemment, ils ne lisent pas tous, enfin ils ne comprennent pas tous toutes les langues, mais je veux dire, il y a beaucoup d'écrivains qui croient que la traduction c'est une transposition littérale, et qui sont tout à fait dépités ou inquiets ou angoissés quand ils ne retrouvent pas leur mot à mot dans une autre langue. Bon, et avec Garcia Marquez, ça n'a pas été ça du tout. Je veux dire, je crois, c'était un poète, vous savez, je crois qu'il n'a jamais écrit de poésie, mais je veux dire, sa langue est très poétique. Et donc, ce qu'il aimait et ce qu'il recherchait, c'était retrouver une musique qui lui soit familière dans l'autre langue. Et donc, ça a été une expérience merveilleuse, parce que moi, il m'est arrivé de changer les choses en disant, écoute, bon là, on ne peut pas mettre tant d'adjectifs, là, il faut mettre une virgule, là, il faut que ça respire en français, là, il faut rajouter un verbe, parce que la contraction par exemple, en espagnol, on dit, il y a des prépositions comme de et comme. Alors, ça veut dire, on peut très bien dire, par exemple, en espagnol, una terraza de mar, une terrasse de mer. En espagnol, on comprend très bien que ça veut dire que c'est une terrasse d'un bâtiment qui surplombe la mer. En français, si on met une terrasse de mer, ça ne veut rien dire. Donc il m'a laissé toute latitude pour trouver en français quelque chose qui se rapproche de son style. Et ça a été des moments vraiment merveilleux. Il me faisait lire. Il m'a fait... Quand j'ai traduit L'amour au temps du choléra, et c'était un livre auquel il tenait beaucoup. Et donc, il habitait à La Havane à ce moment-là, et il m'avait fait venir à La Havane pour que je lui lise en français à voix haute les pages qui étaient les plus importantes pour lui. Et je me souviens toujours qu'il était assis dans un fauteuil, comme ça, il fermait les yeux, et moi je faisais la lecture à voix haute, et il reconnaissait la scansion et la musique de son texte. Donc c'était voilà, une chance vraiment extraordinaire. Donc une expérience, une traductrice a une relation extrêmement intime avec l'écrivain qu'elle traduit. D'ailleurs, vous avez dit, je le connaissais par cœur. Moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleux comme phrase. C'est pas lui, je connaissais par cœur. Hein. Ses textes, je veux dire, ses tics d'écriture, sa façon d'écrire. Alors, bien sûr, on peut se dire, moi je pense ça, mais tout le monde peut penser ce qu'il le souhaite. Gabriel Garcia Marquez, c'est le plus grand écrivain du monde, même si c'est une phrase stupide de dire ça. Mais vous avez tout de même dit qu'il y avait un avant et un après Gabriel. Et moi j'aimerais que vous nous disiez comment on explique cette ferveur autour de son œuvre, et autour de lui également, comme on a pu le voir avec cette explosion de tristesse en Colombie ce jeudi 17 avril dernier. Est-ce que Gabriel était une idole, ou est-ce que c'était un de ces êtres rares qui font avancer la pensée et qui, à ce titre-là, mérite non seulement notre respect, mais aussi cette ferveur dont je parlais? Alors, sur la ferveur qu'ils étaient, oui, c'était une idole, mais il faut dire qu'en Amérique latine, en général, je veux dire, il y a au Mexique, en Colombie, moins en Argentine, parce que c'est un pays plus européen, c'est pas un pays andin, caraïbe, quoi. Mais au Venezuela, les écrivains, ce sont des rockstars. Il y a dans l'enseignement, on enseigne la littérature, dès l'école primaire, on enseigne la littérature des écrivains du pays. Donc ce qui veut dire que
quand il y a des débats ou une présentation de livres, ce qui se fait beaucoup aussi là-bas, il y a des étudiants, des jeunes, des gens, ils viennent, ils remplissent des théâtres de 1000 personnes pour venir écouter leurs écrivains. Donc moi, j'ai toujours été très émue par ça, parce qu'on ne peut pas imaginer ça en France. Peut-être certains d'entre vous, dans le film, ont reconnu Alvaro Mutis, qui est venu souvent à Saint-Malo pour Étonnant Voyageur. Et Alvaro, c'était pareil. Je veux dire, quand il allait à une foire du livre au Mexique, il y avait des amphithéâtres avec 1000 personnes qui venaient l'écouter, l'applaudir. Donc il y a déjà une tradition dans l'Amérique latine de célébrer les écrivains de son pays. Mais en plus de ça, alors on pourra peut-être en reparler tout à l'heure quand on parlera de 100 ans de solitude, mais je veux dire, 100 ans de solitude, ça a été un livre où tout à coup, toute l'Amérique latine s'est reconnue dans ce livre. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est pour ça que ça a été un tournant tellement important, c'est que tout à coup, un écrivain avait écrit l'Amérique latine, et comme il l'avait écrit, tout à coup, l'Amérique latine se mettait à exister. Je veux dire, en littérature, on pourrait dire il s'est passé la même chose avec Joyce. Je veux dire, Dublin existe parce que Joyce l'a écrite, Trieste existe parce que Claudio Magris l'a écrite, Saint-Pétersbourg existe parce que Pouchkine l'a chantée. Donc il s'est passé ce phénomène, que tout à coup, l'Amérique latine s'est mise à exister parce qu'un écrivain l'avait écrite. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, il y a un avant et un après 100 ans de solitude, et puis il y a un avant et un après aussi pour des raisons peut-être plus littéraires, donc on peut peut-être parler après, enfin je ne sais pas comment vous avez découpé l'entretien, mais peut-être tout à l'heure. Alors on dit qu'on a vu ça dans le film aussi, qu'on lui lit dans beaucoup d'articles, que cet homme avait à cœur d'écouter les autres, qu'il était très familier et proche des gens, et notamment quand il a disparu, quelques semaines avant, ou peut-être une semaine avant, quand on a fêté son anniversaire, c'était en mars, oui. On le voit sur une dernière apparition en public, lorsque les journalistes sont venus, il a chanté avec eux, il avait ces magnifiques roses jaunes, c'était très bouleversant. Vous qui étiez forcément son ami, qui l'avez forcément beaucoup rencontré, quel homme était Gabo avec les autres? Alors c'était quelqu'un, comme le dit très bien le film, c'était quelqu'un de très réservé et de très timide. Il avait gardé ça, enfin c'était dans sa personnalité, hein, c'était quelqu'un qui n'était pas... qui ne se livrait pas facilement. Et dans le contact avec lui, il y avait toujours, sa vie privée a toujours été absolument totalement séparée de sa vie publique, des hommages, des voyages. Cela dit, effectivement, une fois qu'on avait gagné la confiance de Gabo, il était très loyal et très franc. J'ai très peu connu sa famille, j'ai très peu connu son épouse, Mercedes, mais je veux dire, il faisait une confiance absolue. Une fois qu'il avait donné son amitié, c'était une amitié absolue. Mais cela dit, c'était quand même quelqu'un qui était, même s'il aimait bien faire la fête, en public avec les autres, c'était quelqu'un de timide et de très très réservé, très réservé. On se demande, en regardant tout ça, si Gabriel avait les failles d'un homme ordinaire. Alors, cet homme qui a connu très longtemps la misère et qui, à Paris, a écrit dans des conditions très difficiles, comment a-t-il vécu sa célébrité? Tous les petits boulots qu'il a fait avant de devenir, comme il le dit lui-même, Gabriel, avant de devenir Garcia Marquez. Peut-être vous pouvez nous reparler, Annie, de cet envoi, de son manuscrit, comment ça s'est passé, parce que c'est quand même hallucinant. On a failli ne jamais lire 100 ans de solitude. Alors oui, l'histoire du manuscrit de 100 ans de solitude, Garcia Marquez a effectivement connu beaucoup de difficultés financières avant qu'il devienne célèbre avec 100 ans de solitude. Bon. D'abord parce qu'il est issu d'une famille très modeste, hein, ses grands-parents maternels à Aracataca, qui est devenu après Macondo, dans ses livres, étaient des gens modestes. Son père, Gabriel Elirio, était un homme assez fantasque. Ils avaient 12 enfants. Garcia Marquez était l'aîné ils étaient 11 ou 12, je crois, l'aîné de 12 enfants. Il avait 11 frères et sœurs. Et bon, il
étaient une grande famille, il y avait beaucoup d'enfants, et le père était fantastique. Avec le père, n'a jamais eu un métier solide. Il a été pharmacien, homéopathe, soi-disant médecin, il avait été télégraphiste. Bon. Et Garcia Marquez, qui était l'aîné, donc à un moment donné, a dû aider la famille. C'est-à-dire que quand il a commencé à faire du journalisme à Carthagène, à Barranquilla et à Bogota, il a fallu qu'il nourrisse la famille, qu'il fasse vivre la famille. Et je sais que ça a été pour lui très difficile. À un moment donné, il a décidé de partir en Europe parce que, je veux dire, là, il savait, il avait vraiment une vocation d'écrivain. C'est quelqu'un qui avait, comme le dit aussi dans le film Barranquilla, je veux dire, l'amour pour la littérature, c'était pas de dire comme ça, on lit des livres en passant, non. Garcia Marquez, c'est quelqu'un qui a lu tout Cervantes, c'est quelqu'un qui a lu Homère, c'est quelqu'un qui a lu les écrivains de son temps. C'est vrai qu'il a lu tout Faulkner au moment où Faulkner est paru. C'est vrai qu'il avait une grande admiration pour Virginia Woolf. Donc il connaissait parfaitement Borges. Et il avait lu ce qui l'avait fasciné, il avait lu Rabelais. Et je crois que ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses de rabelaisienne dans son œuvre. Donc je veux dire, la culture de Garcia Marquez, c'est une culture très profonde, c'est une culture qui a demandé énormément de travail, de lecture, de travail d'écriture. Donc quand il a décidé de partir pour l'Europe, pour essayer de parfaire justement cette culture, pour essayer d'aller plus loin dans sa découverte du monde littéraire, ça a été très compliqué pour lui de laisser la famille, parce que la famille, eh bien, alors il y avait déjà des frères aînés qui travaillaient, mais je veux dire, c'était lui le soutien de la famille. Et il a été envoyé donc à Paris pour faire des reportages par un journal, je ne sais plus si c'est de Barranquilla ou de Bogota, qui s'appelait L'Heraldo. Donc il lui permettait de vivre des reportages qu'il faisait, des articles qu'il envoyait au journal à L'Heraldo. Mais l'Heraldo a fermé, donc il s'est retrouvé à Paris sans rien. Mais vraiment sans rien. Donc vivant dans un petit hôtel de la rue Cujas, il y a une plaque. Où il y a une plaque d'ailleurs, près du boulevard Saint-Michel, à côté de la Sorbonne. Et il a été dans des conditions vraiment épouvantables, c'est-à-dire avoir faim, avoir froid, avoir pas un sou en poche, et avec l'idée qu'il ne rentrerait pas en Amérique latine sans avoir terminé Pas de lettres pour le colonel, qui a été écrit à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a passé vraiment, qui a mangé de la vache enragée, si je puis dire. Et jusqu'à 100 ans de solitude, ça a été très difficile parce que il est allé vivre au Mexique, donc à Mexico, avec sa femme, et c'est déjà ses 2 enfants au moment où il a écrit 100 ans de solitude. Sur le livre, on reviendra dessus après, mais je veux dire, c'est pareil, Mercedes, son épouse, devait mettre au mont-de-piété les bijoux. Enfin, il raconte ça d'ailleurs dans son dernier livre des discours, il raconte un peu la jeunesse de 100 ans de solitude. Et je veux dire, c'est vrai, c'est pas inventé. Donc ils étaient aussi dans une situation extrêmement difficile, et quand ils sont allés poster le manuscrit de 100 ans de solitude à la poste centrale de Mexico, ils n'ont pas pu envoyer le livre parce que le paquet était trop gros, il pesait trop lourd, et ils n'avaient pas de quoi payer la poste. Donc ils ont été obligés d'en envoyer qu'une moitié. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, ils ont envoyé la deuxième moitié, donc il a envoyé ça à son éditeur, Losada, en Argentine, qui évidemment, quand il a reçu ça, même la deuxième moitié de 100 ans de solitude, lui a écrit tout de suite, ou lui a téléphoné en disant « mais voilà, c'est un livre génial, on publie ». Bon. Mais c'est pour vous dire que vraiment, il a eu une vie, jusqu'à l'âge de 40 ans, extrêmement, extrêmement difficile. Et donc c'est très très drôle parce qu'il avait vendu son grille-pain, il raconte, son frigo pour pouvoir envoyer le deuxième manuscrit, et il dit, moi je trouve cette phrase merveilleuse, et c'est comme ça que je suis devenu Garcia Marquez. Je trouve ça d'une très grande modestie, d'une très grande humilité. Alors, en tant que traductrice, est-ce que vous vous êtes heurté quelquefois à des incompréhensions de langage, de style, de sens? Est-ce qu'une culture différente, ça pose problème? Et est-ce que quelquefois vous avez le sentiment de n'avoir pas rendu les mots dans leur force première? Est-ce que vous en avez dialogué avec lui? C'est intéressant de savoir si, une fois que vous avez fini, vous étiez contente de ce que vous aviez fait, ou est-ce que quelquefois vous restiez un petit peu frustré par quelque chose que vous n'avez pas su, ou pas pu, ou c'était pas possible de le rendre?
Oui, c'est effectivement toujours plein de difficultés. Alors, ce ne sont jamais des difficultés de vocabulaire. Je veux dire, pour ça, il y a tellement de dictionnaires qu'on trouve tout ce qu'on veut partout, et maintenant avec Internet. Donc, ce ne sont pas des difficultés de vocabulaire, ce ne sont pas des difficultés, enfin, chez Garcia Marquez du moins, de sens, mais ce sont des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, de style. Donc comment rendre le style de l'auteur dans une langue qui n'est pas celle de l'auteur. Voilà, toute la difficulté était là. Donc on a travaillé, à part les épisodes que j'ai mentionnés tout à l'heure, il relisait absolument tout. Tout ce que je faisais, il le relisait. Et comme L'amour au temps du choléra, et puis les livres après, qu'est-ce qu'il y a eu de L'amour et autres démons, Journal d'un enlèvement, etc. C'était à l'époque du fax, Internet n'existait pas encore. Donc je dressais des listes de ce que je ne comprenais pas, et il m'envoyait des réponses. Et très souvent, je me souviens, par exemple, une anecdote aussi, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une armoire à eau. Enfin, il y avait un mot pour désigner un meuble où il y avait de l'eau. Et j'arrivais pas à le visualiser, j'arrivais pas à le traduire parce que je ne le voyais pas. Donc je lui avais écrit en disant, mais voilà, c'est comment, et ça, il m'avait envoyé un petit dessin en disant, voilà, ça se passe. Donc j'ai pu sur un dessin. Mais oui, alors après, moi j'étais assez contente. Je veux dire, j'ai jamais eu de grosses... Avec lui, de grosses difficultés. Je veux dire, il était toujours assez content de ce que je faisais. Cela dit, il ne parlait pas non plus le français à la perfection. Donc, heureusement, dans ces cas-là, qu'il y a les préparateurs de copies dans les maisons d'édition, des gens qui vous relisent et qui vous disent ça ne va pas. Mais oui, et puis après, je veux dire, là, quand j'ai eu l'occasion, je ne veux pas relire mes traductions parce que j'ai trop peur de dire, mais c'est épouvantable, elles sont très mauvaises. Donc, ça m'est arrivé de lire d'autres fois un peu L'amour au temps du choléra, et bien sûr, on se dit toujours, on peut mieux faire, bien sûr. Ouais, moi, je trouve que c'est pas mal. Et parce qu'il y a aussi chez Gabriel un certain génie des titres. Par exemple, L'amour au temps du choléra, c'est ce X et c'est autant au pluriel. Il y a tout ce pluriel agrandit l'espace, agrandit le temps. C'est quelque chose. D'avoir mis ça au pluriel, c'est forcément du Gabriel Garcia Marquez. Et je voudrais vous demander si c'est difficile de traduire un titre qui est la première approche du texte. Je pense par exemple à Emily Brontë quand elle écrit The Swing Heights. Quand on a traduit Hurlemont, on n'a rien traduit. Mais quand on a traduit Les Hauts d'Hurlevent, alors là, le vent souffle, la passion, le vent dans la lande, et c'est donc quelque chose d'assez extraordinaire. Il avait vraiment le génie des titres. Est-ce que c'est difficile de rendre ça ? Les titres de ces livres sont à peu près traduits littéralement, sauf le colonel, enfin pas de lettre pour le colonel, qui en espagnol c'est le colonel n'a personne pour lui écrire. Donc effectivement, on ne peut pas traduire ça comme ça en français, donc le traducteur et l'éditeur à l'époque a trouvé ce titre qui est parfait, on a dit qu'il n'y a pas de lettre pour le colonel, mais sinon les titres, je crois qu'il pensait aussi ces titres pour qu'ils soient traduisibles dans d'autres langues et qu'on n'ait pas à chercher autre chose. Je crois que c'était très travaillé aussi. Puis ce sont des titres polysémiques parce qu'on peut leur donner une multitude de sens. C'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire 100 ans de solitude. Et c'est pas évident non plus de comprendre donc L'amour au temps du choléra. Il y a des gens qui me disaient récemment, Garcia Marquez, il parle même pas de choléra dans ce texte. J'ai dit, ça dépend où il est le choléra, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il veut dire, mais peut-être une métaphore. Et il disait aussi, 100 ans de solitude, on ne voit pas trop. Ben, quand un écrivain est aussi riche, c'est vrai que le titre est quand même assez révélateur de cette richesse qu'on va trouver. Et alors, justement, arrivons à cette expression de réalisme magique qu'on a beaucoup employée à propos de Gabriel Garcia Marquez, qui est assez révélateur de son écriture. Et moi, j'aime beaucoup l'oxymore de ce titre parce que le réalisme magique, le réel, ça semblerait s'opposer quand même à la magie qui ouvre sur l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est ce réalisme magique qui est son écriture et dont il a été le chantre? Alors, je vais vous décevoir, ma chère Charlotte. Certainement pas. Moi, le réalisme magique, je n'y crois pas. Ben, ça je veux dire par là que pour moi, c'est une invention d'éditeur
c'est un bruit qui a... Alors, en fait, il y a quelque chose ça vient d'autre chose. Ça vient de 3 écrivains latino-américains qui, des années auparavant, c'est Alero Carpentier, Uslar Pietri et Miguel Ángel Asturias, qui avaient décrété que certains de leurs livres étaient un real maravilloso, c'est-à-dire un réel merveilleux. Donc ce réel merveilleux s'est appliqué à certains livres de ces 3 écrivains. Et puis ça s'est transformé, pour je ne sais quelle raison, en réalisme magique à propos de Garcia Marquez. Et puis ça a été du réalisme magique, alors tout est devenu réalisme magique. Maintenant on mettait des histoires de village avec des fantômes et je sais pas quoi, bon. Et c'est devenu du réalisme magique, donc il y a eu une sous-production d'imitation de Garcia Marquez et tout le monde a dit c'est du réalisme magique. Moi, je veux dire, c'est pas que j'y crois pas, je veux dire, je pense que ça reflète pas vraiment ce qu'est Garcia Marquez. Il n'y a pas de magie dans les livres de Garcia Marquez. Il y a une imagination folle et il y a une poésie extraordinaire. Je veux dire, quand on voyait qu'il y avait des feuilles jaunes qui tournaient pour passer les chapitres du film, et ça fait référence aussi à la fin de 100 ans de solitude où une des descendantes des Buendia, Mémé, qui rencontre Mauricio Babilonia, qui est un des derniers personnages, et le Mauricio Babilonia se déplace toujours avec des envolées de papillons jaunes autour de lui. Donc on peut dire oui, c'est magique. Non, c'est pas magique. C'est de la poésie, c'est poétique. Et Remedios, la belle, quand elle est si mince, si transparente, si fluide, qu'elle se met à léviter, et qui est une métaphore de la mort, en fait, une image de la mort, voilà, c'est poétique. Donc pour moi, ce sens de magique n'a pas de sens. Les livres de Garcia Marquez ne sont pas magiques. Ils sont imaginatifs, tout un imaginaire qui surgit, bien sûr, alors des histoires de sa grand-mère. Ses histoires étaient terrifiées quand il était petit, mais on y reviendra peut-être aussi à propos de 100 ans de solitude, mais je veux dire, tout un imaginaire nourri à Akataka dans la famille de ses grands-parents, plus l'imaginaire, alors la superstition propre aux Caraïbes, mais je veux dire, la superstition ici, nous n'en avons plus. Mais qu'est-ce que ça devait être dans les campagnes il y a encore 70 ou 80 ans je veux dire, où on voyait... Bon, quand il y avait un corbeau, c'était un oiseau de mauvais augure, où on les clouait sur les portes, enfin... Je veux dire, ces superstitions de campagne qui sont encore aujourd'hui extrêmement vivantes dans les Caraïbes et dont il a su mettre ça dans sa littérature. Donc je veux dire, pour moi, le mot magique n'a pas de sens pour Garcia Marquez. Voilà. C'est bien, il faudrait que vous écriviez un article, ami. Garcia Marquez, ce débat, le réalisme magique, vous avez un grand succès. Mais c'est vrai, on comprend très bien ce que vous dites sur la poésie de cet écrivain. Alors, revenons à 100 ans de solitude, l'œuvre emblématique. Qu'est-ce qui a particulièrement élevé ce livre au rang de mythe? Comment Gabo a-t-il vécu le succès de ce texte qu'il a sorti de la misère? Est-ce qu'on lui doit le prix Nobel de littérature? Est-ce qu'il lui doit le prix Nobel de littérature? Et on se demande comment Gabo a pu écrire autre chose après. Pourquoi 100 ans de solitude a-t-il été cette œuvre considérable? Alors, parce que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, parce que tout à coup l'Amérique latine a existé, parce qu'il a écrit l'Amérique latine. Bien. Mais, et je pense que, je veux dire, pour lui, ce que disait son frère, on voit Jaime dans le film, il ne s'attendait pas du tout à un tel succès, donc il a été extrêmement surpris lui-même qu'on dise qu'il avait écrit un chef-d'œuvre. Je veux dire, il ne s'y attendait absolument pas. Mais je dois dire ce qui est passionnant dans 100 ans de solitude, c'est que 100 ans de solitude, ça ne vient pas comme ça tout seul. 100 ans de solitude, c'est son 5e livre, donc c'est assez tôt dans la production littéraire. Et avant, il y a 4 livres qui sont déjà des bribes et des essais de 100 ans de solitude. Ça veut dire que 100 ans de solitude, ça tournait dans sa tête, il le dit d'ailleurs. J'ai mis 17 ans à écrire 100 ans de solitude, 17 ans qu'il avait ça dans la tête, et il avait toujours voulu, depuis qu'il était très jeune,
écrire un roman qu'il avait appelé en lui La Casa, la maison, parce qu'il voulait écrire l'histoire de la maison des grands-parents à Aracataca. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il avait en tête et qu'il voulait faire. Et quand on relit, je veux dire, il y a effectivement deux périodes de Garcia Marquez. Il y a, depuis le premier livre, qui est Des feuilles dans la bourrasque, jusqu'à 100 ans de solitude. Il y a avant 100 ans de solitude et 100 ans de solitude. Et là, on s'aperçoit en relisant ces livres, qui sont pas très gros d'ailleurs, Pas de lettres pour le colonel, La Malaola, Les feuilles dans la bourrasque, que tout 100 ans de solitude est déjà là. Et que les morceaux, que ces livres-là vont servir d'ingrédients et vont être réintégrés dans 100 ans de solitude. Donc c'est absolument, c'est fascinant quand on voit ça, c'est même passionnant, parce qu'on lit un livre, on se dit mais oui, ça c'est dans 100 ans de solitude. On lit 100 ans de solitude et on se dit mais ça c'est dans Pas de lettres pour le colonel, par exemple. Le colonel de Pas de lettres pour le colonel n'est pas le colonel Aureliano Buendia, c'est un autre colonel. Mais ce colonel qui donc est, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, mais qui est quelqu'un sur la vieillesse, qui attend depuis 15 ans une pension de retraite, qui n'arrive pas, donc qui meurt de faim avec sa femme, mais qui élève un coq de combat, parce qu'il est persuadé que si jamais le coq gagne le combat, il va pouvoir avoir un peu d'argent. Donc c'est un livre terrible, c'est un livre très noir, Pas de lettres pour le colonel. Mais il y a des choses dedans où on se dit, mais comment il avait en tête 100 ans de solitude? Parce que par exemple, ce colonel a des chaussures vernies. Et dans 100 ans de solitude, il reprend l'histoire des chaussures vernies et il l'intègre à l'histoire du colonel Aureliano Buendia. Donc tout est comme ça. Tout ce sont des passages, en fait, des 4 premiers livres, jusqu'à cette apothéose qu'est 100 ans de solitude, et qui donc, tout à coup, est vraiment ce qu'il voulait faire. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait écrire la maison de ses grands-parents, et il a écrit la maison de ses grands-parents avec 4 petits livres avant, mais il a écrit aussi avec Rabelais, avec Faulkner. J'ai le 100 ans de solitude qui se passe à Macondo, c'est le livre du territoire littéraire. Je veux dire, c'est un monde entier, Macondo, donc c'est le territoire littéraire. C'est un travail sur le temps, comme l'avait fait Faulkner. C'est Rabelais, donc je veux dire, c'est Cervantes, c'est l'épopée cervantienne. Donc, 100 ans de solitude, c'est le produit de 17 ans de lecture, de 17 ans de travail et d'une volonté. Moi, je l'ai vu travailler. C'est vraiment quelqu'un qui était avec lui-même impitoyable dans la rigueur. Et donc, 100 ans de solitude, tout à coup, c'est un monde. Alors, on peut interpréter de 1000 manières 100 ans de solitude. Il y a un très beau livre d'Italo Calvino qui s'appelle « Pourquoi lire les classiques ?» et où il donne plusieurs définitions de ce qu'est un classique. Et il dit « Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques dont elle se débarrasse continuellement. » C'est-à-dire qu'on peut inventer des critiques, il y en aura toujours à inventer. Où il dit « Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. » Et c'est ça, 100 ans de solitude. Je veux dire, c'est un livre où on peut dire que c'est un livre biblique parce que c'est la fondation, l'apogée d'un monde, c'est ensuite la décadence, le déluge, l'apocalypse, etc. Mais c'est pas que ça. C'est l'histoire aussi de toutes les sociétés. Ça pourrait être parfaitement aussi l'histoire de l'Empire romain. Je veux dire, c'est la fondation d'un monde, d'un village, la construction de ce village, le peuplement de ce village, l'apogée de la richesse de ce village, et puis sa décadence et sa mort. Et donc c'est une histoire de société. Et dans 100 ans de solitude, on suit ça à travers une famille, qui est la famille Buendia, qui est la famille de Garcia Marquez, en fait. Où il y avait tellement de cousins, de cousines, où il racontait lui-même, on ne sait plus si on se mariait entre cousins et même entre demi-frères, tellement la famille était nombreuse. Donc il s'est inspiré de cette famille de Marquez, enfin, pas des Garcia, et des Garcia aussi, enfin, de cette famille,
poursuivent une saga familiale qui dure sur 100 ans et où ils ont tous le même prénom. Alors c'est vrai que c'est un peu, parfois, quand on lit, un peu difficile à se dépatouiller, il faut un arbre généalogique parce qu'ils s'appellent tous Aureliano José, Aureliano le Second, Aureliano le Triste, Aureliano le Magnifique, etc. Mais je veux dire, donc c'est une saga familiale, c'est un livre d'histoire, c'est un livre sur l'histoire de la Colombie, parce que la Colombie a connu, enfin entre autres choses, pas la colonisation, mais disons au XIXe siècle, des guerres civiles entre les deux partis au pouvoir, qui sont toujours les deux partis au pouvoir d'ailleurs, les libéraux et les conservateurs, et ces deux partis au pouvoir, entre 1899, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, et 1902, se sont faits, il y a eu une guerre civile terrible entre les libéraux et les conservateurs, avec des massacres, avec des choses épouvantables, qui a abouti à la sécession du Panama. Et le grand-père de Gabo avait vécu ça. Il avait été colonel dans les guerres du côté libéral, qui étaient plutôt les progressistes, les plutôt athées, enfin qui n'étaient pas dans le catholicisme à outrance, tout ça. Donc le grand-père avait vécu ça et lui racontait toutes ces histoires-là. Donc il y a l'histoire de la Colombie qui est présente dans 100 ans de solitude. Il y a, du coup je ne sais plus ce que je veux dire, j'ai oublié, mais je veux dire c'est vraiment l'histoire d'un monde, quoi. Donc c'est ça qui tout à coup, et ce monde tout à coup c'est l'Amérique latine. Mais ça s'est montré plus que ça encore, parce qu'à mesure que le livre a été traduit, je veux dire, ce roman est tellement universel, c'est tellement notre histoire. Je veux dire, ça peut être l'histoire de Rome, ça peut être l'histoire, ça va être l'histoire de l'Europe bientôt, si l'Europe est en déclin. Ça aurait pu être l'histoire du Moyen-Âge. Je veux dire, c'est tellement universel, à la fois dans les sentiments de des personnages, dans la façon dont ils ont de vivre l'amour, dans leur angoisse de la mort, dans leur façon de faire la guerre, dans la psychologie de chacun d'eux, où ils sont très marqués quand même, ces colonels, ces femmes de colonels, ces cousins et ces cousines, que chacun peut s'y reconnaître. On n'est pas face à un livre étranger dans 100 ans de solitude. Hein. On est devant un livre absolument extraordinaire dans sa construction, dans ce qu'il nous raconte, mais on n'a pas le sentiment d'une culture étrangère, en fait. Voilà, on a le sentiment peut-être d'être dans un autre pays, d'être ailleurs, mais pas d'être dans... C'est ce que disait aussi le film. C'est un écrivain occidental. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui nous passe complètement au-dessus de la tête. Mais même, c'est pour vous dire que le prix Nobel de littérature il y a 2 ans, le chinois Moyan, disait, lui, que pour écrire, il a écrit comme ça un énorme roman qui se passe comme ça sur le paysan au territoire en Chine, je ne sais plus si c'est dans le Yunnan, je crois que c'est dans le nord de la Chine, et il disait qu'il avait lu 100 ans de solitude et que pour lui, ça avait été une révélation. Donc c'est un livre qui a marqué et inspiré des écrivains, même à l'autre bout du monde, quoi. Donc c'est vraiment un livre puis qu'on n'a jamais fait lire, quoi. On le lit et on le relit parce qu'à chaque fois c'est une découverte, on découvre toujours des choses tellement c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on touche complètement à l'universel en lisant ce livre, et c'est regrettable que certains se disent par exemple que c'est plus pittoresque qu'autre chose. C'est pas pittoresque, il rejoint notre histoire intime, profonde, et c'est sans doute ce qui fait que il a été reconnu comme un chef-d'œuvre. Et on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre. 100 ans de solitude, c'est, à mon avis, ce n'est qu'un avis, c'est un avis microscopique, mais c'est le plus grand livre qui ait jamais été écrit. Franchement, Cervantes a écrit quelque chose d'absolument sublime. C'est vrai que, bon, on ne se remet pas de cette écriture. Aujourd'hui, il est quand même un incontournable de la littérature contemporaine, ce texte. Alors, la vie de Gabo, c'est une véritable destinée. Il n'a jamais fait, on va parler de lui sur le plan plus politique, il n'a jamais fait mystère sur sa sympathie pour une gauche radicale, pour les mouvements révolutionnaires, qu'il a même parfois financé, et ça lui a causé beaucoup de difficultés. Vous disiez vous-même que ça l'avait beaucoup blessé. Il a eu par exemple le refus d'une carte d'immigration aux États-Unis, refus qui a été levé par le président Clinton, interdit dans les écoles, mauvais genre. Et quelle politique était Gabriel García Márquez? Moi, il me semblait, loin de penser ce que pensent ses détracteurs,
que son esprit et sa manière de vouloir nous laisser nous approprier l'humain aurait mérité le Nobel de la paix. C'est pas de la provocation. Alors, qui était-il en politique, cet homme dont on a reproché, on a beaucoup parlé de Fidel Castro et de son amitié avec Fidel Castro, et forcément, il n'a jamais eu des arguments, disons, convaincants. Alors, qu'en était-il, ami? Alors, c'était pas un homme politique, hein, bien évidemment, mais c'était un homme qui a toujours été très engagé. Et depuis qu'il était très jeune, d'abord parce qu'il venait d'une famille avec la famille de Marquez, donc qui étaient des libéraux historiques, disons, et puis ensuite parce qu'il a vécu, lorsqu'il était à Bogota, il avait commencé à travailler à Bogota, il a vécu un épisode sanglant, un des épisodes sanglants de l'histoire de cette malheureuse Colombie qui décidément ne s'est jamais vraiment débarrassée de la violence. En avril 1948, alors que Gabo était à Bogota, il y a eu l'assassinat d'un leader politique libéral, plus que ça même progressiste, qui était candidat aux élections présidentielles. Donc, qui s'appelait Jorge Eliezer Gaitan, qui a été assassiné donc en pleine ville, dans le centre de Bogota. Et ça a donné lieu à des émeutes à Bogota, qu'on appelait le Bogotazo, et à une nouvelle période de guerre civile qui est connue sous le nom de la violencia. Donc, c'était effectivement pour un homme, un journaliste, un intellectuel, très difficile à l'époque de ne pas prendre parti, de ne pas s'engager. Surtout, en plus de ça, que l'Amérique latine à l'époque était l'Amérique latine des dictateurs. Et je ne parle pas de Pinochet et Videla, où c'est plus tard, mais il y a eu Rojas Pinilla en Colombie, il y en a eu au Venezuela, il y en a eu au Nicaragua, à Cuba, il y avait Batista. Donc il y avait une violence, misère, répression, corruption, etc., dans la plupart des pays latino-américains. Donc García Márquez, très jeune, a pris parti pour des mouvements de gauche radicale. Il ne s'en est jamais caché, il a même aidé des mouvements de guérilla. Quand il a eu un peu d'argent, il a soutenu des mouvements de guérilla d'obédience castriste. Et un prêtre guérillero très célèbre en Amérique latine, qui s'appelait Camilo Torres, a été le parrain de son fils. Donc c'est un homme qui a toujours été très engagé, mais qui n'a jamais confondu un engagement politique personnel avec sa littérature, parce que sa littérature est tout sauf une littérature engagée, enfin ce qu'on entend par littérature engagée, hein, je veux dire, qui se mêle, qui parle directement de politique. La littérature de García Márquez, c'est absolument pas ça. Il a pris parti dans ses écrits, dans ses chroniques de journaliste, bien sûr, où il y a beaucoup de chroniques politiques, mais il n'a jamais non plus été un homme politique à proprement parler. Il n'a jamais cherché à devenir député ou président de la République, comme un autre écrivain latino-américain. Il a toujours mis la distance entre ses choix politiques, son engagement politique, sa littérature et le journalisme, et sa vie privée. Alors, à partir de là, oui, c'est vrai que après du moins le Nobel, même avant le Nobel, il a soutenu la révolution cubaine. Hein, ça a été un des premiers journalistes à aller dans la Sierra Maestra pour essayer d'interviewer Fidel Castro, Che Guevara, etc. Et il a noué assez vite une amitié avec Fidel Castro qu'il n'a jamais reniée. Alors, on le lui a beaucoup reproché, mais il a toujours été très clair lui-même avec ça. Il a dit, moi, j'ai soutenu une révolution, je l'ai soutenue dès le début, je ne vais pas l'abandonner au milieu du chemin, même si elle a des défauts. Et il a toujours été d'une très grande cohérence, d'une très grande fidélité à ses engagements, jusqu'au bout. Même si on peut supposer que pour certaines choses, il a été très critique, mais il n'en a jamais parlé publiquement. Donc, je veux dire, cet engagement a été... Il y avait aussi chez lui, et je crois que c'est important de le dire, même s'il était timide et très réservé, il y avait une grande fascination pour le pouvoir. Pas pour le pouvoir pour lui-même,
mais une grande fascination pour côtoyer le pouvoir et pour pouvoir écrire le pouvoir. Et ce qu'il a fait, je veux dire, après 100 ans de solitude, parce qu'on parlait de que faire après 100 ans de solitude, Garcia Marquez a fait 3 choses. Une première chose, c'est qu'il a écrit un livre sur le pouvoir, et c'est L'automne du patriarche, qui est un livre absolument extraordinaire. C'est même un exercice de style où il y a 6 chapitres, et chaque chapitre est une seule phrase. Donc il y a un exercice d'écriture absolument extraordinaire là-dedans. Donc il a écrit sur le pouvoir et sur l'amour. Mais sur le pouvoir, parce qu'il était fasciné par ça. Il était fasciné par Fidel Castro, il était fasciné par Bill Clinton, il a été ami de Mitterrand. Il adorait aller à l'Élysée. Oui, il adorait aller à l'Élysée. Donc le pouvoir le fascinait sans vouloir lui-même être un homme de pouvoir. Ça le fascinait pour essayer de l'écrire. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est important d'en parler parce que c'est évidemment des attaques assez sauvages et assez peu argumentées contre lui à ce niveau-là. Et c'était un homme, enfin je pose sur autre chose, mais après tout je me dis peut-être que c'est peut-être dans une autre de vos questions, Charlotte, je ne sais pas. Mais je veux dire, alors pour revenir à 100 ans de solitude, pourquoi 100 ans de solitude? Tous ces livres, dans tous ces livres, il y a toujours des personnages qui sont seuls. Ça renvoie, je pense, à une solitude que chacun a en soi. Je veux dire, au fond, on est toujours au fond de soi, seul. Je veux dire, qui nous connaît vraiment au fond de nous, nos pensées secrètes, nos terreurs secrètes, nos angoisses secrètes. Je veux dire, au fond, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui est seule. Je pense que lui s'est senti aussi dans la solitude de l'écrivain, c'est vrai. Et que cette solitude, il l'a portée aussi au rang de l'Amérique latine. C'est-à-dire que dans le... On est trop tard? Pas du tout. Je veux dire qu'il y a un moment donné où il l'exprime d'ailleurs, où il dit que face au monde développé, face aux États-Unis, au nord, disons, le sud est une partie, sur des continents qui ont été laissés pour compte du développement. Alors, j'ai assez... plus très vrai, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, et encore. Mais je veux dire, la solitude, c'est sa solitude à lui en tant qu'être humain, sa solitude d'écrivain devant la page blanche, et sa solitude de latino-américain devant le reste du monde. Et vous trouverez, je ne sais pas, il y a 500 références dans 100 ans de solitude à la solitude d'un personnage qui était seul parce que ceci, donc c'est vraiment un thème récurrent, et la mort. Et c'était quelqu'un qui était hanté par la mort, qui était hanté par la vieillesse. Et dans tous beaucoup de ses livres commencent par la mort. Hein, c'est le début de Padlec pour le colonel, le début des feuilles dans la bourrasque, le début de la mort au temps du choléra. Il y a un mort. Voilà. Et c'était ça. Avec une mise en scène de la mort. Oui, il y a l'écrivain qui est là. Mais je veux dire, c'était quelqu'un qui était extrêmement angoissé par la mort. Alors, je vais vous poser encore 2 questions, parce qu'après, il faut donner la parole au public. On sait très bien qu'on voudrait continuer longtemps. Malheureusement, on est obligé de respecter un certain temps. Donc, dans Chronique d'une mort annoncée, autre œuvre remarquable de Gabriel Garcia Marquez, on observe une narration quasi géométrique, et qui crée un espace d'ailleurs qui est plus théâtral que romanesque, avec des personnages qui sont lus comme sur un échiquier. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, cette œuvre nous parle d'un meurtre qui a eu lieu à Sucre en 1951, et il se trouve qu'un homme a été tué dans un village, et cet homme, qui s'appelle Santiago Nazar, tout le village savait que cet homme allait être tué, même les assassins, ces futurs meurtriers, s'arrangeaient pour le faire savoir à tout le monde pour qu'on les empêche de le commettre. Et finalement, nous sommes un lecteur haletant, puisque nous sommes dans l'impuissance totale devant cette narration. Cet homme va être tué, tout le monde le sait, et le destin joue avec sa mort de façon incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne un petit peu comme un scénario de film, et d'ailleurs, il y a un film qui a été réalisé par Francesco Rosi.
Et il fonctionne également comme un reportage. Ce n'est pas un livre policier, c'est un reportage. Quelqu'un vient essayer de comprendre comment se fait-il que Santiago Nazar est tué de façon très, très affreuse d'ailleurs devant une porte que sa mère, pour la première fois, a elle-même fermée à clé. C'est-à-dire que c'est sa mère qui est l'instrument du destin. Eh bien, quelle importance a eu dans la vie de Gabo le cinéma? Parce que là, on est vraiment dans un roman qu'on a envie d'adapter tout de suite au cinéma. Et je sais, le film l'a dit, à quel point le cinéma a compté pour lui. Garcia Marquez a passé plusieurs mois dans les années 50 à Rome, et notamment à Cinecittà. Donc il avait très très envie de faire du cinéma, mais il s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'était pas doué et que ça ne le mènerait à rien et qu'au fond ce qu'il voulait faire c'est écrire, mais il a été très tenté par le cinéma. Il a toujours été un cinéphile assez assidu. Enfin, dans ses articles de journaux, il y a énormément de critiques de cinéma. Il a toujours été très au courant de toute la production européenne cinématographique et latino-américaine aussi. Mais malheureusement, il n'a pas eu de chance, lui, avec ses adaptations cinématographiques qui n'ont jamais été très réussies. Il y a Chronique d'une mort annoncée qui a été tournée par Francesco Rossi, je crois, avec Alain Delon. Était un film qui était plutôt raté. L'amour au temps du choléra. À cause d'Alain Delon. L'amour au temps du choléra n'est pas un bon film non plus. Qu'est-ce qu'il y avait eu encore? Il me semble que j'avais vu d'autres choses, mais je veux dire, il y a eu des courts-métrages, il y a eu une nouvelle qui a été tournée qui s'appelait Isabelle regardant pleuvoir sur Macondo. Donc, et j'ouvre une parenthèse, autre petite chose qu'on a dans 100 ans de solitude et dans un autre conte, et autre thème récurrent de toute l'œuvre, la pluie, les mois d'octobre et la pluie. Bon, je ferme la parenthèse, mais donc il a toujours été attiré par le cinéma, il a toujours adoré le cinéma, il a toujours regretté de ne pas avoir le talent d'en faire, mais sa vocation c'était l'écriture et pas le cinéma, et donc c'est lui qui a créé cette fondation pour le cinéma latino-américain à La Havane, à San Antonio de los Baños, qui continue à exister et qui donne des bourses à des étudiants qui veulent venir apprendre alors, tout ce qu'on peut faire dans une école de cinéma, et c'est aujourd'hui la meilleure et la plus grande école de cinéma de toute l'Amérique latine. Et c'est vraiment lui qui l'a fondée, parce que je crois que Fidel Castro n'était pas très chaud, parce que ça... Enfin, je sais qu'il n'était pas particulièrement intéressé, mais Garcia Marquez a insisté, et du temps, enfin, quand il allait à La Havane et quand il enseignait, il donnait des cours de scénario. Là-bas, moi je sais, je l'ai vu parce que je me suis trouvé avec lui à La Havane et je suis allé à San Antonio de los Baños, et il faisait venir des réalisateurs, des metteurs en scène, des acteurs américains. Ce qui était vraiment une émeute, c'était un événement à Cuba quand finalement il y avait Robert Redford qui débarquait. On voit dans le film. Oui, on voit dans le film. Donc il a toujours été un grand amateur de cinéma, grand cinéphile. Alors Gabriel, sans doute parce qu'il porte le nom de l'ange, ça a été un homme qui a parlé d'amour comme personne. Un grand texte que vous avez traduit, Annie, son plus grand texte sur l'amour, je pense quand même que c'est L'amour au temps du choléra, bien qu'il y en ait d'autres. Alors, sa vie avec Mercedes, une vie inscrite dans la durée, Mercedes qu'il avait décidé d'épouser à l'âge de 9 ans, ils ont formé un couple remarquable, bien que Gabriel dise cette phrase qui était quand même amusante: dans la vie, on a 3 vies. On a une vie officielle, on a une vie privée et on a une vie secrète. Et donc, on ne connaît pas sa vie secrète. Ce qu'on sait, c'est qu'il donne une vision absolue de l'amour, dans L'amour au temps du choléra, parce que non seulement l'amour survit au temps, mais il a le pouvoir de l'effacer. Et cette œuvre est extraordinaire, puisque 70 ans plus tard, 2 personnes qui n'ont pas pu s'aimer avant, eh bien, s'aimeront de la même manière et reprendront le train dans l'autre sens. Et on se dit que c'est presque un livre antidote à 100 ans de solitude. On a l'impression qu'on disparaît corps et bien quand on n'a pas su aimer, mais qu'on devient invulnérable quand on aime. Et donc, quelle place avait l'amour dans l'œuvre de Gabo? Alors, l'amour a toute sa place après 100 ans de solitude.
Dans 100 ans de solitude, c'est essentiellement des personnages qui ne savent pas aimer, qui ne peuvent pas aimer. Voilà. Dont le pauvre Aureliano Buendia, hein, qui est absolument... Et les femmes d'ailleurs de 100 ans de solitude sont des femmes qui ne connaissent pas l'amour, sauf Rebecca, sauf deux, mais qui ne connaissent pas l'amour. Et après 100 ans de solitude, dans ce qu'il a écrit, il y avait le pouvoir donc, et l'amour, et il a décidé de faire des romans d'amour. Alors, il est vrai que L'amour au temps du choléra est un roman de facture très classique. C'est un roman chronologique, c'est un roman où il n'y a pas de va-et-vient dans le temps comme dans 100 ans de solitude ou même dans d'autres livres. C'est un roman très chronologique, mais qui raconte, en fait, alors je pense que Mercedes, je ne sais pas si elle a quelque chose à voir dans ce livre-là, en tout cas, c'est l'histoire de ses parents. L'amour au temps du choléra, c'est les deux personnages, Fermina Daza, la jeune Fermina Daza et Florentino Ariza, c'est vraiment l'histoire de ses parents. De sa mère, qui était donc la fille du colonel Marquez, qui était entichée de Gabriel Elirio, donc du père de Garcia Marquez, qui était pas un pauvre type, mais enfin, qui n'était pas quelqu'un que la famille avait accepté. La famille Marquez ne voulait pas du tout que leur fille épouse ce télégraphiste bon à rien, ce qu'elle a fait quand même. Mais dans le roman, la famille ne veut pas que Fermina épouse ce bon à rien de Florentino Ariza et de télégraphiste, mais Fermina le fait, par contre, ne l'épouse pas. Elle ne l'épouse pas et elle va faire un autre choix, elle va choisir un médecin, un entier. Il n'y a pas une histoire de choléra quand l'amoureux du choléra, il semble. C'est pas grand-chose. Autour du médecin, autour de Juvenal Urbino, oui. Oui. Mais la personne en question, elle croyait que c'était un texte sur le choléra. Ah non, mais il y a un épisode, effectivement. Donc elle épouse un médecin et elle mène une vie luxueuse, de grande bourgeoise, etc., jusqu'au jour où son mari, Juvenal Urbino, meurt, comme d'ailleurs meurt vraiment le grand-père de Gabo. Hein, il lui fait mourir son personnage comme est mort son grand-père. Et là, donc le Florentino Ariza, qui était, mais alors, amoureux fou de Fermina Daza, et qui n'a jamais pu se remettre qu'elle l'ait dédaigné, parce qu'en fait, elle le dédaigne. Ses parents l'envoient, alors paniqués à l'idée qu'elle puisse l'épouser, ils l'envoient en quarantaine, passer un an ou deux, ou je ne me souviens plus combien de temps, dans les montagnes derrière Carthagène. Et donc, elle est absolument au début désespérée, et puis comme elle est avec ses cousines, elle s'amuse, c'est une jeune fille, donc elle reprend vie, et puis quand elle rentre à Carthagène, elle est épanouie, il y a une scène, il y a des pages absolument merveilleuses, où elle revient à Carthagène, et donc elle est souveraine, quoi. Elle va là au marché, alors les marchés c'est sous des arcades, donc elle va, et puis elle choisit un bonbon de ceci, un bonbon de cela, et elle pense à ses noces avec Florentino Ariza, donc elle prend 1 mètre de percale et 1 mètre de soie pour ses rideaux, pour ses machins, elle est magnifique, c'est une reine, et Florentino Ariza la suit, alors il est absolument éperdu d'amour, et elle entend sa voix dans son dos, elle se retourne, et là, c'est la déception de sa vie, et elle se dit, comment est-ce que j'ai pu aimer un être pareil? Et c'est fini. Donc elle rompt avec lui, c'est fini, elle ne veut plus le voir. Hein. Et ça faisait penser à Anna Karénine, il y a une scène comme ça, quand Anna Karénine revient à Moscou, elle revient chez elle, et donc son mari va l'attendre au train, et la seule chose qu'elle trouve à dire en voyant son mari, Anna Karénine, c'est de dire « Mon Dieu, comme il a de grandes oreilles !» Et je veux dire, avec Fermina Daza, c'est ça, elle le voit, elle me dit « Mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu aimer une horreur pareille ?» Donc elle lui dit « Monsieur, c'est terminé, je ne veux plus vous voir. » Donc le malheureux Florentino Ariza, il va l'aimer toute sa vie, ça va être épouvantable pour lui, il va le connaître, il va épouser personne, il va connaître aucune femme, sinon quelques prostituées, une prostituée de passage avec qui il est ami, mais il va l'attendre toute sa vie, jusqu'au jour où meurt Juvenal Urbino, le médecin, le mari, et là, à 70 ans... En rattrapant son perroquet. En rattrapant son perroquet. Ça, c'est du Garcia Marquez, quand même. Non, il y a l'histoire d'un perroquet qui tombe dans une marmite de pot-au-feu.
Mais oui, c'est du Garcia Marquez, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a des oiseaux, oui, tout à fait, dans des cuisines qui sont dans les patios et où on sait qu'un oiseau rentre et tombe dans la marmite. Je veux dire, c'est parfait. Sauf qu'il tombe beaucoup de choses dans la marmite de Gabriel. Oui, c'est vrai. Mais donc en fait, ils vont se retrouver à l'âge de 70 ans. Et ils vont passer une nuit d'amour absolument merveilleuse. Et alors, je veux dire, c'est extraordinaire comment Garcia Marquez a écrit ça, parce que c'est vraiment une histoire de baise entre deux personnes âgées. Donc, et le corps est là. Je veux dire, il ne cache rien, et c'est magnifique. Eh bien, je crois, Annie, que c'est magnifique de vous écouter, mais on va essayer de voir si les amis qui sont ici et qu'on remercie d'être ici, parce que, encore une fois, la route du Rhum n'a pas facilité l'accès. Donc c'est vraiment gentil d'être aussi nombreux aujourd'hui, et certainement Gabo est ravi. Donc est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va demander à Marie et Patricia peut-être de passer les micros pour que vous puissiez poser des questions à Annie. Nous poserons pendant quelques minutes, après quoi vous pouvez venir acheter des livres si vous avez envie, bien entendu. Et puis on vous dira juste un mot avant de vous quitter. Pour ceux qui sont dans le fond, vous pouvez vous rapprocher, on va créer une petite intimité si vous voulez, vous sauvez pas tous. C'est toujours la première question qui est difficile. C'est vrai, voilà, c'est bon, ça y est, ça se décide. Tout d'abord, je remercie énormément Annick, car je n'ai jamais lu Garcia Marquez en français, car je l'ai lu en espagnol, je suis colombien. Et c'est impressionnant votre connaissance de la Colombie. C'est impressionnant parce qu'on voit quelqu'un qui peut traduire Garcia Marquez, qui a une telle connaissance de la Colombie. J'ai entendu pour la première fois un texte de Garcia Marquez, comme vous l'avez lu, et ça me semblait de l'espagnol. Il y a la même façon de dire les phrases, de faire une sorte de grande épopée comme peut être Cent ans de solitude, et je vous remercie infiniment. Je suis ravi d'être là tout à fait par hasard. Merci beaucoup. Alors, qu'il est beau le hasard. Non, mais c'est très bien de le dire aussi, parce que justement, Cent ans de solitude, c'est pas moi qui l'ai traduit. C'est une traduction magnifique de Claude et Carmen Durand. Ah, d'accord. Bon, moi, je me sens aussi toute petite parce que je ne connaissais pas cet auteur-là. Et ça me donne très, très envie de le lire. Et je voulais savoir si tous ces livres, c'est autobiographique ou... Non, non, on ne peut pas parler d'autobiographie. C'est inspiré de son enfance. Je veux dire, c'est nourri par beaucoup de choses, dont effectivement son enfance à Aracataca, bien sûr. Mais c'est le substrat, c'est l'humus primordial qui donne naissance à la littérature. Donc on ne peut pas parler de... Rien n'est autobiographique, mais tout est inspiré de l'enfance. Une question là. Est-ce que vous pensez que dans son enfance, le conte a une place importante, comme on peut le constater un peu en Bretagne, où le conte est un peu fondateur après de l'écriture romanesque? Excusez-moi, je ne l'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pensez, le conte, oui, c'est ONTE. Oui, le conte dans ce qu'il aurait pu entendre ou lire, vous voulez dire, c'est ça? Oui, ben oui, puisque en fait, dans ce qu'il dit lui-même, je veux dire, il a été nourri par les histoires de son grand-père sur la guerre des 1000 jours et tout ce que pouvait raconter sa grand-mère. Donc, alors, de ce qu'il pouvait lire des contes quand il était petit, ça, je ne sais pas, mais tout ce que lui racontait sa grand-mère, ça a effectivement nourri les livres, donc bien sûr. Une autre question. Il est vrai qu'Annie a beaucoup parlé longuement de cet écrivain. Est-ce qu'il y a une autre question?
Sachant que sur le site de l'Encre Malouine, vous retrouverez Gabriel Garcia Marquez en article, en photo, si vous avez envie d'en savoir davantage. C'est presque un site consacré à Gabriel Garcia Marquez. Une question là. Nous avons beaucoup parlé de ses grands-parents, de ses parents et de sa femme. Autant que je sache, il a eu 2 fils. L'un a fait du cinéma, non, et l'autre a été ou est encore enseignant. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je les connais, enfin, je connais un tout petit peu l'un de celui qui vit à Paris. L'un fait du cinéma et l'autre est ingénieur, mais ils sont très discrets. Celui qui est à Paris est venu pour un hommage qu'on a fait à la Maison d'Amérique latine, mais c'est des gens extrêmement discrets. La vie privée, c'est la vie privée. C'est vrai que ça ne doit pas être très très facile d'être le fils de Gabriel Garcia Marquez. Comme on dit, il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres. Une question là, 2. Est-ce que vous pourriez répéter le nom du deuxième auteur? Vous avez mentionné Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias et Ouslar Pietri. Pietri, merci. On n'a pas prévu une minute de silence pour Gabriel. Vous pouvez poser des questions. Est-ce que toute son œuvre a été publiée ou y aurait-il encore quelque chose qui n'aurait pas été publié? Alors, en principe, oui. Et donc son œuvre journalistique. Et vous savez qu'il a écrit des mémoires, c'est Vivre pour la raconter, donc où il reprend, où là il raconte vraiment ce qu'a été son enfance à Rakataka. Il retourne avec sa mère à Rakataka, où il revoit le village de son enfance. Donc, et il raconte son enfance avec ses grands-parents, avec ses parents, ses études, Bogota, etc. Et c'était en fait, il avait prévu 3 tomes. Hein. L'un, c'était jusqu'à son départ pour l'Europe. Le deuxième tome, c'était toute sa vie en Europe et au Mexique. Et le 3e tome, c'était sur la politique, et sa relation avec les hommes politiques. Bon, à ma connaissance, il en est resté au 1er tome. Évidemment, tout le monde attendait le livre sur Cuba, sur Fidel et tout ça. À ma connaissance, ce livre n'existe pas, mais je peux me tromper. Et donc, en principe, oui, tout a été publié, et j'ose croire que Garcia Marquez n'a rien laissé traîner, c'est-à-dire que l'on puisse publier de façon posthume sans son accord. Donc, à mon avis, tout est publié. Mais on aura peut-être des surprises, je ne sais pas, il y aura peut-être des surprises. Mais tout n'est pas traduit, hein. Les œuvres, enfin, l'œuvre journalistique en France n'est pas traduite. Une question là. Donc si on a bien compris, il n'a aucune formation intellectuelle type classique. Il s'est formé tout seul. Il a quand même allé jusqu'au bac. Hein. Et il a mais fait 2 ans à la faculté de droit où il n'a rien fait du tout parce qu'il ne voulait pas faire le droit, mais de formation littéraire académique, non. C'est ça. Alors quand on se dit que Gabriel Garcia Marquez n'a aucune formation académique et que Jean-Jacques Rousseau, le penseur du XVIIIe siècle, malgré tout, n'est jamais allé à l'école, on s'inquiète un peu quand on est ex-enseignant. Peut-être il n'y a pas d'enfants dans la salle, peut-être, jeunes enfants qui n'êtes pas là, devriez-vous cesser d'aller à l'école. Encore faudrait-il qu'ils lisent. Pour ça, il peut venir à l'Encre Malouine, il n'y a pas de problème. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui, ici. Est-ce que vous pourriez parler un peu de l'après Gabriel Garcia Marquez, les dernières décennies de la littérature américaine, et notamment une certaine réaction d'hostilité envers lui, un peu le père
dont on n'arrive pas à sortir de l'ombre. Je pense à Roberto Bolaño, par exemple. Ah bon, Bolaño, vous pensez que... Bah, il a fait vraiment autre chose, Bolaño. C'est vraiment un après Garcia Marquez, hein, non? Précisément, oui. Mais il a fait certaines déclarations à son sujet. Bon. Écoutez, voilà, je pense que c'est toujours très compliqué. À mon avis, ça a été plus compliqué pour les écrivains de la génération de Garcia Marquez, parce qu'il y en avait quand même de très très bons, très très bons. Et ceux qui l'ont immédiatement suivi, c'est-à-dire qui ont entre 60 et 70 ans, ceux-là, oui, ont été éclipsés par l'astre solaire qui était Garcia Marquez et qui a été les écrivains du boom avec Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, etc. Et que le meurtre du père, dans ces cas-là, est légitime. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'épigones malheureux, c'est-à-dire des gens qui ont fait de l'imitation de Garcia Marquez, et que dire je veux dire, Garcia Marquez est un homme qui a lu les livres de son époque. Il s'est fait tout seul par ses lectures. Et peut-être que les écrivains d'aujourd'hui doivent aussi, après Garcia Marquez, pas seulement lire Garcia Marquez et penser à Garcia Marquez, mais lire aussi les écrivains de leur époque. Je veux dire, un écrivain, c'est aussi sa propre bibliothèque, et une bibliothèque à la fois classique et contemporaine. Donc, mais oui, sans doute, on a toujours envie comment écrire après quelqu'un, un monument. Avec Borges, c'était pareil pour les Argentins. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se sont dit comment écrire après Marcel Proust, comment écrire après Gide. Donc, bien sûr, mais voilà, c'est une question de génération, et puis il y a toujours une génération qui arrive et qui fait autre chose. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, je suis là, Rabelais. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de la façon dont il s'est inspiré de Rabelais? Il y a une anecdote là, dans 100 ans de solitude, on en revient toujours à 100 ans de solitude, c'est que en fait il se marie un peu entre frères et sœurs, cousins et tout ça, et au début il y a des histoires d'inceste, et la menace qui pèse sur la lignée des Buendia, c'est que d'une naissance incestueuse va naître un enfant avec une queue de cochon. Et donc il y a tout un truc là-dessus. Donc il y a des choses animalières aussi hein, dans 100 ans de solitude. Et c'est rabelaisien, je veux dire aussi dans la verve, dans cette espèce de joie de vivre, de façon d'exulter. Hein. Je veux dire, dans 100 ans de solitude, il y a beaucoup de choses sur la mort, mais il y a beaucoup de choses aussi où il y a une exultation de la vie, du corps qu'on trouve dans Rabelais. Donc il y a effectivement, on sent la lecture de Rabelais dans 100 ans de solitude. Enfin, pas transposé exactement, mais on le sent. Puis aussi une sorte d'humour très rabelaisien qu'on trouve là aussi. Cette espèce d'humour, il nous fait vraiment penser à ce qui se passait au XVIe siècle dans Pantagruel, dans Gargantua, dans le quart-livre, dans le tiers-livre encore davantage. Mais dans Shakespeare, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, il y a ce côté aussi shakespearien qui existe chez Garcia Marquez, une scène sublime, très poétique, profondément poétique, tout d'un coup se retrouve avec une scène après qui est de l'humour. Par exemple, la scène des amants où il décrit ces amants de 70 ans qui font l'amour terriblement. Et après, on leur vole tout. Et on écrit sur le mur, eso les pasa por estar tirando. Voilà. Qui est très drôle. Mais tout d'un coup, cette scène magnifique. Et dans Shakespeare dans n'importe quelle scène, il fait ça. Une scène après, il y a Macbeth, donc on vient de tuer les rois, et tout d'un coup, il y a la scène du portier qui commence à engueuler les gens, à jurer des jurons pas possibles. C'est une scène des clowns qui tout d'un coup rentre dans cette tragédie immense qui est la mort du roi. Et Garcia Marquez
a cette capacité de tuer la poésie d'une scène qu'il a lui-même créée par un trait d'humour. Et ça, c'est typiquement colombien. Les Colombiens ont cette capacité. Je ris énormément. J'habite en France depuis une trentaine d'années. Chaque fois que je vais en Colombie, il y a cette capacité de tout d'un coup d'un trait d'humour et être capable de s'en sortir de la violence profonde de 45 ans de guerre civile. 45 ans. C'est-à-dire depuis 1947, la guerre civile a commencé en Colombie. Et donc les Colombiens, ils vivent toujours en guerre. Ma génération, je suis né en 60, je n'ai connu que la guerre civile en Colombie. Là maintenant, il y a apparemment l'espoir que cette guerre civile puisse être soldée, qu'il y ait des traités de paix entre la guérilla, les FARC, les mafieux, etc. et pouvoir trouver une paix. Et en fait, les Colombiens, ils vivent toujours dans cette sensation d'être dans la capacité de passer de l'horreur à l'humour. Et García Márquez, il est dit même dans les livres sur les séquestres, je me rappelle. Journal d'un enlèvement. Voilà, dans l'enlèvement, il est dit, et quoi qu'il arrive, en Colombie, quand il y a plus de 5 Colombiens qui se mettent ensemble, ça finit par danser et ça finit une fête. Parce qu'ils étaient en train de célébrer, d'être devant la mort de quelqu'un, et tout d'un coup, il y a eu de l'alcool, et ils sont mis à la musique, ils se sont mis à danser. Voilà, il y a ce côté caraïbéen qui est profondément lié à la mort, mais qui en même temps, la mort, les fêtes mortuaires aux Caraïbes durent 9 jours. Dans 9 jours dans lesquels les gens ils se saoulent, ils dansent, il y a les filles qui viennent pleurer, et les filles qui sont payées pour pleurer, qui viennent pleurer dans l'enterrement, et après ça finit à une soirée, et ils dansent. Écoutez, c'est sur cette image de la Colombie que nous allons achever notre débat. On vous garde quelques instants pour vous passer un petit message après. Je crois qu'il faut applaudir très très fort Annie Morvan pour sa venue parmi nous. Merci Charlotte, merci à l'entreprise. C'était une invitation formidable, je suis très contente. On va poursuivre un petit peu la soirée. Donc je laisse notre chargé de... Encore, là, merci. Le micro ne marche plus. Si, ça y est, merci. Je laisse notre Juste un tout chargé petit de com vous dire Juste deux un mots. tout petit mot. Si on a eu une belle après-midi comme ça, c'est grâce à l'association L'Encre Malouine, vous avez compris. Alors, L'Encre Malouine, c'est une association qui est basée, ancrée à Saint-Malo, mais qui accueille tout le monde. Tous les passionnés de lecture, d'écriture sous toutes leurs formes. On a l'habitude de se réunir une fois par mois avec des événements majeurs comme aujourd'hui, mais aussi sinon sur un programme extrêmement varié. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Annie Morvan, il y a des auteurs qui viennent, des traducteurs, mais il y a aussi tout simplement nos coups de cœur littéraires. Et juste pour vous balayer vite fait le programme à venir et que vous pouvez retrouver en détail sur le site, on a fait récemment un hommage à Marguerite Duras. Va y avoir les coups de cœur de la rentrée littéraire avec un libraire partenaire de l'Encre Malouine. Va y avoir un écrivain historien, Jean-Luc Legros. Ici, d'ailleurs. Qui est ici, Kébi Rami, auteur marocain qui va venir. Ensuite, Charles Monteco, avec Capitales Intimes. Sylvette Hurtel, qui est nouvelliste. Ensuite, avec les lycéens, parce que ça s'adresse à tout le monde, y compris aux jeunes. Je ne veux pas dire 7,77 parce qu'on va au-dessus, nous. Ah oui. On ne compense pas moins, mais voilà. Avec les lycéens, il y a un beau partenariat qui est engagé aussi. Et donc, on va relire nos classiques avec eux pour passer le bac français. On va discuter avec eux de tout ça, ils en sont ravis. Il va y avoir José Carlos Somoza. Oui, nous sommes en train de voir si José Carlos Somoza, cet écrivain qui a écrit ce texte magique, Clara la pénombre, nous fait l'amitié de sa venue. Son emploi du temps est très chargé, mais nous aimons beaucoup ce Cubain, médecin psychiatre et auteur formidable. Tout ça et puis à la Passagère pour Giono, pour faire une fête autour de la littérature provençale au mois de juin. Donc tout ça pour vous dire que le programme est extrêmement varié.
mais que si tout ça peut s'organiser et en toute simplicité, c'est pour les amoureux des livres, qu'on lise plus ou moins. D'ailleurs, j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait « Moi, j'ai pas lu, là, je découvre un auteur ». Et justement, la richesse de l'encre Malouine, c'est de venir partager nos lectures, de découvrir. C'est ça, l'avidité des lectures, c'est ça. Alors, pour une association, elle fonctionne avec des adhésions. Mais là, je vous annonce les prix quand même pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Alors déjà, l'adhésion, pour ceux qui auraient omis de renouveler leur adhésion et qui sont là quand même, à participer à nos rencontres, l'adhésion va de septembre à juin. On marche sur l'année scolaire, on passe le bac, on marche sur l'année scolaire. Donc le renouvellement d'adhésion était à faire donc en septembre. Et pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, alors là, on a un tarif d'adhésion pour tous qui est vraiment dérisoire par rapport à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est 20 € pour l'année, 15 € pour les jeunes, et pour les membres donateurs, on peut aller à 30 € et plus. On a créé une carte bienfaiteur pour extrêmement cher, 30 €. Sachez que c'est avec les cotisations que nous pouvons organiser ce genre de choses, donc on vous le dit. Voilà, nous ne sommes pas des commerciaux, mais c'est extrêmement difficile et je voudrais qu'on puisse vous proposer longtemps encore une personne comme Annie Morvan. Je vous rappelle aussi que tous ces gens qui viennent le font gratuitement. Nous les logeons, les nourrissons bien, mais voilà, il faut quand même reconnaître, voilà, il faut que vous le sachiez. Ce soir, il y a un repas avec réservation. Le repas, on l'offre de façon minimum. La réservation était à 25 €. Et sachez aussi que tous les membres de l'Encre Malouine payent leur part. On ne vit pas sur les cotisations de nos adhérents. Alors, on a de très très bons bulletins ici. Il y a les bulletins d'adhésion qui sont là. Il y a aussi les livres de Patricia, qui sont tous ces livres-là pour ceux qui ont envie de découvrir en poche. Et puis, je vais faire quelque chose que Charlotte, elle va me taper sur les doigts après, mais ça m'est totalement égal. C'est que, bon, on a bien applaudi Annie Morvan, et très justement, et qu'on a quand même, à bord de l'Encre Malouine, on a un capitaine hors pair. C'est grâce à elle aussi que des journées aussi fantastiques se mettent en place, même si nous, on est les petites fourmis à côté. Et ben, on va applaudir Charlotte, c'est quand même notre présidente. Merci à tous, c'était un plaisir de dire au revoir à l'ange Gabriel. Gabo. Salut, il faut applaudir. Merci à tous. Vous avez des livres, vous avez nos bulletins ici. N'hésitez pas, ça nous fera très plaisir d'augmenter nos adhérents si nous vous plaisons. On a la moyenne de 100, mais c'est quand même... Charlotte, je te présente Alexandra. Charlotte, est déjà en roue là. C'est notre asile. Qui m'en dirait pas, c'est pas facile. Et Jean-Christophe nous aide là, je crois qu'elle a fait... Il y a une simulation. Ah, t'as dit que personne ne s'est passé derrière. Bon, ben alors le livre, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui nous a mis nos fleurs partout? Oh bah c'est pas gentil ça. Mais vous avez de la place encore maintenant. Ouais, c'était très bien.
Merci. Ah non, c'était franchement... Merci. Moi, je ne suis pas une littéraire, mais j'ai le bouquin dans le sac déjà. D'accord. Merci beaucoup, j'y vais. Nathalie. De rien. Bon, donc, ça, c'est le 16 octobre. Ça, c'est les programmes. Donc là, on est le 13. Donc c'est le 13. Et ça se passe toujours ici Non. Ah non, non. Ça va se passer à la Grande Passerelle, mais pour l'instant, ça ne se passe pas ici. Le 13 novembre, le 13 là, c'est... novembre. oui, on n'en a pas d'autres, un feuille, là. Donc Mais tu regardes sur le site, vous avez tout ça. Ah oui, encore. Voilà. Bon, bah alors à la prochaine. Ouais, on va voir si dimanche. Ouais, pour dimanche. Je t'appelle. Les bons endroits. J'espère arriver juste à la fin. Jackie, tu es en piste. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bah c'est là-dedans encore. Il nous a pris le vase là? Ben non, c'est celui de